cœur que j'ai été obligé de contraindre le temps parce que je crois que cette expérience d'éducation de l'Uruguay et qu'Eduardo est venu partager avec nous aujourd'hui, c'est une expérience qui est assez unique et dont on parle, à mon sens, pas suffisamment. Il y a vraiment de l'inspiration à tirer de cette expérience-là en Uruguay. Merci de souligner le fait qu'un système de protection sociale, c'est aussi le contrat social d'une société. Ça ne fonctionne que si chaque individu, chaque membre de la société est capable de comprendre le système dans son ensemble et pas seulement les petits bouts de « je dois contribuer là et peut-être que plus tard j'aurai droit à ça », de comprendre la dynamique d'ensemble, de comprendre le système dans son ensemble, d'être capable de s'engager, d'adhérer, d'être capable aussi d'être force de proposition pour l'amélioration continue des systèmes de protection sociale. Et je partage complètement cette idée que ce contrat social peut être installé, la culture peut évoluer grâce à l'éducation, grâce à l'information et aussi bien sûr grâce à la professionnalisation continue des organismes de protection sociale, des gens qui sont en contact pour délivrer le service. Car comme le soulignait Eduardo, développer la culture de la protection sociale, si dans la réalité, lorsque vous allez dans votre hôpital, dans votre centre de soins du coin, vous n'avez pas droit à vos services, vous ne recevez pas l'attention dont vous avez besoin, effectivement ce serait une peine perdue. Je souligne aussi la nécessité qui a été développer en Uruguay d'avoir une approche intégrée, d'avoir une approche qui soit aussi collaborative. Et encore une fois, si je puis me permettre de faire des références aux recommandations du Bureau international du travail et en particulier à la recommandation 202 sur les socles de protection sociale, l'implication non seulement des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, mais aussi la représentation de la société civile est clairement mentionnée dans les principes directeurs est clairement identifié comme étant un facteur clé de succès pour le développement de la protection sociale dans le monde. J'aurais été très intéressé de rentrer plus le détail et en particulier de savoir si, dans le cas de l'Uruguay, on a été capable de mesurer un impact sur le respect des obligations. Est-ce qu'on a constaté que les unités économiques, que les entreprises étaient plus enclines à accepter de payer des contributions pour la protection sociale, mais j'imagine que ce sont des études qui sont complexes et coûteuses à conduire. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler dans le débat. En attendant, je vous propose d'accueillir Madame Radja Medjati Alamé, qui est une universitaire renommée, membre de l'Observatoire national du développement humain, ici au Maroc, et qui est auteure d'un livre sur le sujet du secteur informel au Maroc, qu'elle va nous présenter brièvement. Merci. Merci. Vous allez être au bout de vos peines, c'est la dernière intervention. Je vous demanderai quand même d'être un peu vigilant parce qu'effectivement on aurait tendance peut-être à... Alors, le propos de mon intervention porte sur quelques caractéristiques du secteur informel au Maroc. Alors, je voudrais juste souligner que je ne suis pas une spécialiste de la protection sociale, même si j'ai été amenée dans mes travaux à l'approcher, ni actuaire, ni dans l'actuariat, donc toutes ces disciplines, mais que la question de l'informel revient très très souvent dès qu'il s'agit de la protection sociale, parce qu'effectivement, ce sont les catégories qui en ont le plus besoin. Alors, comme vous le savez tous, le secteur informel occupe une place très importante dans l'économie marocaine, qui a fait dire à certains que l'informel était la règle et le formel l'exception. Et donc, dans un certain nombre de secteurs qui sont vitaux par rapport aux populations, l'alimentation, le logement, l'habillement, les transports, etc. Alors, le contexte, bien évidemment, et l'intérêt du thème se traduit en fait dans un contexte qui est d'abord marqué par la mise en place de cette assurance maladie obligatoire pour les indépendants et les professions libérales, dont une composante essentielle est constituée par des informels,
dans le milieu urbain, mais également dans le milieu rural, les petits pêcheurs, les petits agriculteurs, les commerçants, les transporteurs, etc. Et donc, un deuxième élément important qui intervient comme contexte de l'intérêt un petit peu de cette thématique, c'est la montée des inégalités. Il ne faut pas oublier non plus que la montée des inégalités, mais sa relation avec la croissance économique. De plus en plus, il y a un discours, tant au niveau national qu'au niveau international essentiellement, qui essaye un petit peu de relier et d'établir une relation entre la réduction des inégalités et la croissance économique. Alors, troisième élément qui est aussi important, c'est qu'on assiste tout de même à une espèce de déliquescence des systèmes de solidarité traditionnels au Maroc, qui montre en effet, même s'il persiste, il y a une tendance à la baisse, qui montre la nécessité de la mise en place d'une protection sociale. Alors, l'objectif un peu de ce papier, de cette intervention, c'est de montrer dans un premier temps donc le fonctionnement de ce secteur, pas tout à fait le fonctionnement, mais quelques indicateurs importants, la dynamique et les obstacles qui se posent aux unités dites informelles, de manière à montrer effectivement que la mise en place de cette assurance maladie n'est pas du tout évidente et qu'elle pose d'énormes difficultés qui ne se limitent pas uniquement à la mise en place de l'AMI, mais qui supposent la résolution d'un certain nombre de problèmes de manière à réaliser les conditions permissives qui lui permettent d'adhérer. Autrement dit, l'objectif un petit peu, c'est de montrer la nécessité d'une approche beaucoup plus globale et intégrée qui fait intervenir d'autres éléments que la protection sociale, même si cette protection sociale est absolument nécessaire. Alors, n'oublions pas qu'au Maroc, depuis quelque temps, le discours porte sur le passage du formel de l'informel au formel, mais dans une perspective que les économistes et que dans le jargon économique on qualifie de légaliste, dans le sens où c'est par l'intégration, c'est beaucoup plus par la fiscalité qu'on cherche à formaliser. Alors donc, je vais donc, mon propos alors voilà, je vais présenter 4 axes principaux que je soumettrai au débat, mais j'espère que j'aurai le temps aussi de développer quelques idées. Alors avant de présenter tout ceci, je voudrais d'abord préciser un certain nombre de termes. Quand on parle d'informel, de quoi on parle? Parce que ce n'est pas du tout évident. Quelles sont les principales caractéristiques? Quels sont les déterminants de l'expansion de l'informel? Contrairement à l'ubérisation dont on a parlé tout à l'heure, par exemple en France, les causes de cette expansion ne sont pas les mêmes. Et quand on sait les causes, on pourrait peut-être savoir comment intégrer. Et enfin, la dynamique, comment se comporte l'emploi dans le secteur informel, quelles sont les principales caractéristiques qui amèneraient à la nécessité d'une protection sociale. Alors, de quoi on parle, hein? Le terme d'informel est couramment utilisé pour désigner en fait des activités aussi différentes, aussi complexes, différentes que l'emploi ou la micro-entreprise qui, elle, ne transgresse pas délibérément la réglementation pour exister, mais on désigne aussi par informel des activités souterraines qui, elles, transgressent délibérément la réglementation pour se développer, telles que la transgression de la protection sociale pour les actifs, la transgression de la fiscalité, etc., etc. Alors une troisième composante de l'emploi informel, ou de l'économie informelle plutôt, c'est ce qu'on appelle les activités domestiques. Les activités domestiques qui, elles, sont très mal évaluées, qui sont majoritairement
réalisées par des femmes dans le cadre de l'auto-emploi. Et là, il y a du gros à faire au Maroc. Ce sont des activités qui sont très très mal, et je parle un peu sous le contrôle des amis du HCP, qu'on a des difficultés un petit peu à évaluer. Et enfin, une quatrième composante qui se relève beaucoup plus à l'économie illégale, c'est la contrebande, le narcotrafic, etc. Donc tout ceci, on l'englobe. Et il s'agit justement de faire une différence. Notre propos là, il s'agit bien des micro-entreprises du secteur informel qui sont nombreuses et qui fonctionnent au vu et au su de tout le monde et qui ont pignon sur eux. Alors, voilà, je suis désolée, je ne suis pas très habituée. Alors, quelles sont ces principales caractéristiques? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre un petit peu, avoir quelques indications, permet en fait de tirer des enseignements importants en matière de protection sociale. Et permet effectivement de voir quelles sont les difficultés à mettre en place cette précaution. Mais la réparation, la construction et les métaux. Autrement dit, il y a en gros des secteurs qui polarisent fortement l'emploi informel. Autre caractéristique essentielle, c'est la prédominance des activités de commerce. Alors, ces activités de commerce ont connu une expansion sans précédent depuis le début des années 80. C'est-à-dire, il y a 2-3 enquêtes qui ont été menées, la prochaine n'est pas encore tout à fait sortie, et elles montrent au fur et à mesure des enquêtes que le secteur qui connaît une dynamique d'expansion, c'est le secteur du commerce. Or, on sait très bien que les activités de commerce se caractérisent par de faibles qualifications et aussi par une faible mise de départ ou ne nécessitent pas beaucoup de capitaux. Donc ce qui se renforce, c'est un petit peu le bas de gamme, les activités de survie de ce secteur. Autre caractéristique importante, c'est que la moitié des unités ne disposent pas de local et que 11% opèrent et travaillent à domicile. Alors là aussi, c'est un indicateur qui montre que finalement, moins de 40% des secteurs sont localisés. On distingue bien sûr des unités stables, semi-stables, ambulantes, etc. Autre caractéristique, c'est que ce sont des activités qui sont instables et qui se font au gré des débouchés et des marchés. La fiscalité, on reviendra tout à l'heure peut-être. Alors, toutes ces caractéristiques soulèvent en fait quelques difficultés quant au dispositif d'intégration à la protection sociale. Je viendrai tout à l'heure sur les autres caractéristiques. Alors, 2 mots rapides sur qu'est-ce qui détermine l'expansion de l'informel. Alors, la migration et l'urbanisation, je suis désolée, je vais aller vite j'ai pas le temps d'expliquer. La crise de l'emploi officiel et l'informalisation du marché du travail officiel. La faiblesse du cadre réglementaire, c'est vrai, mais il n'est pas le seul, parce que très très souvent on dit, la thèse dominante dit que c'est la faiblesse du cadre réglementaire qui est à l'origine de l'expansion, mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple la défaillance du système éducatif qui jette sur le marché du travail ou le marché du chômage chaque année par les ruptures scolaires au niveau du collégial et par les ruptures scolaires au niveau du primaire, un certain nombre, pratiquement 400 000 jeunes sur le marché du travail, sans qu'il y ait en face un dispositif de formation professionnelle pour les accueillir. Alors, la montée de la pauvreté, les processus d'ouverture, on reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, comment se caractérise cet emploi, hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on assiste en fait à une dynamique de saturation dans le sens où c'est les activités de commerce et de services qui se consolident, alors que des activités de petite production qui sont créateurs de richesses et d'emplois, au contraire, connaissent des mêmes mouvements de baisse que le secteur moderne de l'économie. Le secteur informel canalise des emplois indépendants,
familiaux, des déscolarisés, des jeunes, des migrants, des femmes et des enfants. Alors tout à l'heure on a parlé de baisse des taux d'activité des femmes qui effectivement depuis 2000 connaît une baisse sans précédent, hein, une perte de 5 points et qui fait que la grande majorité se déverse de plus en plus dans l'informel. Alors, il y a aussi le faible niveau de formation scolaire et professionnelle, ce sont les principales contraintes. Il y a une précarité juridique de la main-d'œuvre. Autrement dit, l'auto-emploi constitue la forme dominante de création d'emplois. 70% des actifs, plus de 73% des actifs sont des travailleurs en solitaire. Alors, il y a d'autres formes d'emploi, telles que la pluriactivité. On a plusieurs activités. On peut s'improviser le matin femme de ménage et l'après-midi petite fabricante de crêpes voilà. Il y a les formes de mise au travail correspondent à des formes non salariales qui sont dominantes, telles que les apprentis, les aides familiales. Le salariat est pratiquement absent. Selon les statistiques du HCP, c'est à peu près 12%, c'est-à-dire le salariat qui suppose en principe stabilité est absent. Alors tout ceci, c'est pour montrer la difficulté de la mise en place d'une protection sociale par rapport à certaines catégories, par exemple telles que les aides familiales. Comment les intégrer dans ce processus? Comment intégrer les apprentis? Alors il y a aussi des formes d'association de petits producteurs indépendants, bref, des formes de mise au travail très hybrides, très complexes, qui posent question quant à la... Alors, je passe rapidement sur les relations de travail. Alors, l'absence de droit de travail, de salaire minimum, de contrat de travail et de protection sociale, c'est connu. Les conditions de travail, généralement, sont dangereuses. Les locaux, par exemple, sont très souvent exigus et, par exemple, les mesures de sécurité ne sont pas ne sont respectées par la plupart, selon, par exemple, quelques statistiques qu'on connaît au niveau de l'artisanat. Seuls 7% des artisans respectent les mesures de sécurité. Alors, d'autres handicaps persistent sur lesquels il faut insister. C'est que les micro-entreprises ou les entreprises du secteur informel connaissent des problèmes de débouchés, de marché. Les enquêtes ont montré que c'est la principale contrainte. C'est-à-dire que même quand on accorde, par exemple, des crédits, un microcrédit ou des activités, ou qu'on met en place des activités génératrices de revenus, le problème de la commercialisation reste entièrement posé. Alors, il y a une autre contrainte, bien sûr, c'est l'accès au crédit, c'est-à-dire que pratiquement epsilon des actifs, des patrons du secteur informel accèdent au crédit officiel et que les pratiques de financement restent fortement endogènes et qui correspondent à des pratiques locales. Ça constitue un handicap, à côté, bien sûr, de la formation et des autres facteurs. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est effectivement question, on a dit, bon, la protection sociale, compte tenu un petit peu de ces caractéristiques qu'on a montrées, est nécessaire parce que c'est des catégories qui en ont le plus besoin comparativement aux autres segments de la population active. Mais en même temps, d'accord, je termine ma phrase, mais en même temps, cette protection sociale, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. Et ça, il faut avoir donc une approche globale, une approche concertée, ça a été dit par concertée, c'est-à-dire avec les principaux partenaires, et une approche intégrée qui agisse à la fois sur les causes qui provoquent l'informel, le système éducatif, le mode de développement qui rejette beaucoup de femmes, par exemple, mais des jeunes aussi sur le marché du travail. Un petit peu les questions de migration. On a une sécheresse cette année. Il est sûr que le secteur informel va grossir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se fait et il se défait. Et donc, il est important d'avoir cette
protection globale et internée. Il ne suffit pas de décréter une protection sociale qui est importante et qui, je ne crache pas dessus, qui constitue une voie d'entrée importante et puis qui constitue un début, mais si l'environnement commercial, financier, institutionnel ne suit pas, eh bien les questions d'échec restent présentes. Merci. Merci beaucoup Raja pour cette présentation et cette introduction très structurée sur le secteur informel marocain et qui nous permet d'y voir plus clair, en particulier sur les difficultés qui existent à l'extension de la protection sociale pour cette population qui, comme vous l'avez si bien dit, n'est pas si minoritaire, ou en tout cas ne peut pas être considérée comme une frange de la population dont on peut se permettre de ne pas adresser les besoins en attendant la formalisation. Ça a été évoqué ce matin, mais c'est vrai que la dynamique de globalisation et de développement économique n'a pas entraîné une dynamique de formalisation. C'est vrai ici au Maroc, c'est vrai aussi en Asie, et si on pense à l'Inde, c'est particulièrement vrai. Et donc on sait qu'on ne peut pas attendre que la formalisation touche ces emplois-là pour étendre les systèmes de protection sociale. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour étendre la couverture de la protection sociale à ces emplois informels. Je vais encore me référer à une recommandation du Bureau international du travail, mais je vais changer. Je vais parler de la recommandation 204 qui a été adoptée en 2015, donc très récemment, et qui traite précisément de la question de la transition vers l'économie informelle, de l'économie informelle vers l'économie formelle, et qui met en avant le rôle et l'interrelation entre la question de la formalisation et la question de l'accès à la protection sociale. Vous soulignez que parmi les populations informelles, on trouve aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu suffisamment d'éducation, de personnes pauvres, etc. Et l'idée, c'est que la protection sociale peut aider à combler ces lacunes-là dans le développement humain et donc renforcer le processus vers la formalisation de l'économie. Je tiens à signaler également qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont entreprises dans beaucoup de pays et je ne peux que vous encourager à regarder les principes directeurs de l'AISS sur cette question-là, qui vont manifestement sortir dans peu de temps, sur cette question de l'extension de la sécurité sociale aux groupes difficiles à couvrir. On a nous aussi au sein du Bureau international du travail documenté pas mal de KPI, d'exemples très concrets sur cette question de l'extension de la protection sociale à l'économie informelle. Et juste pour conclure, je voudrais souligner les efforts qui sont faits par le Maroc et qui ont été entrepris en particulier avec le statut de l'auto-entrepreneur et qui promet de vraies avancées dans cette direction-là et dans l'extension progressive de la protection sociale à ces catégories de la population et qui seront de fait constitutifs de l'idée de socle de protection sociale en allant progressivement en ligne avec les ressources nationales, en ligne avec les capacités nationales vers une couverture universelle de la protection sociale. Merci.